Le Togo ne bénéficiera plus d'une aide financière venant des États-Unis d'Amérique. Le secrétaire d'État américain annonce la suspension temporaire de l'aide étrangère pour une période de 90 jours. Cette mesure concerne également tous les autres pays du continent à part l'Égypte. Selon les autorités américaines, aucun fonds ne sera engagé ni renouvelé sans un examen approfondi et une validation conforme aux priorités stratégiques fixées par le président américain Donald Trump. Rappelons que les États-Unis sont le principal pourvoyeur d'aide humanitaire et au développement dans le pays. En fin 2024, le Togo, quant à lui, avait bénéficié de plusieurs appuis financiers des États-Unis pour les projets de développement. Il s'agit entre autres des aides qui couvrent des initiatives de résilience dans les régions de la Savane, Kara et Centrale, sans oublier des projets d'auto-assistance sur l'ensemble du territoire ou de renforcement de la démocratie. Le Togo poursuit la modernisation de son système douanier afin de s'adapter aux exigences du commerce international. Le commissaire des douanes et droits indirects de l'Office togolais des recettes OTR a exposé des réformes ambitieuses. Celles-ci visent notamment à améliorer les performances douanières et renforcer la compétitivité du pays. Les axes prioritaires incluent la dématérialisation des procédures, l'utilisation de technologies avancées et l'amélioration des outils de gestion des risques. Ces innovations permettront non seulement de réduire les délais de traitement, mais aussi de renforcer la transparence et d'améliorer l'attractivité du climat commercial togolais. Avec sa position stratégique et son port en eau profonde, le Togo aspire à jouer un rôle clé dans les échanges régionaux. En soutien aux petites et moyennes entreprises, PME, le gouvernement prévoit la mise en place de régimes douaniers simplifiés et un renforcement des communications sur les exigences commerciales. Ces initiatives visent à faciliter l'accès des PME au commerce international, souvent entravées par des contraintes logistiques, tout en stimulant leur compétitivité dans un environnement commercial en constante évolution. Ces réformes s'inscriraient dans l'objectif global de mobilisation de 1210 milliards de francs CFA d'ici 2025, selon l'OTR, un montant destiné à soutenir les ambitions économiques et sociales du pays. Alors que les réformes se déploient, le Togo semble engagé à transformer son système douanier en un levier stratégique de développement économique. Si les objectifs sont atteints, le pays pourrait non seulement renforcer son attractivité sur la scène régionale, mais également s'imposer comme un modèle en matière d'innovation douanière en Afrique de l'Ouest. 3 novembre 2018, nous sommes dans le canton d'Abobo, plus précisément dans le village de Zeglé, préfecture de Zion. Kpakpa Yaovi, apprenti maçon de son état, avait imposé des rapports sexuels à une fillette de 8 ans, Priska, élève en classe de CE2. C'est l'affaire qui a fait l'objet d'un procès le vendredi 24 janvier 2025 à la cour d'assises de Lomé. Tout a commencé le soir du 3 novembre quand les parents de la petite Priska ont découvert leur fillette dans un état critique. Priska respira difficilement et avait une grande peine à marcher. Interrogée, la petite Priska fit savoir à ses parents que c'est Yaovi qui l'a mise dans cet état. Dans les détails, Yaovi connaissait bien Priska. Les deux s'amusaient de temps en temps. Aux environs de 11h30, Priska, après un temps d'amusement avec ses camarades, rentrait seule à la maison. Isolée, c'est le moment choisi par Yaovi de passer à l'acte qu'il planifiait depuis. Il a profité de la vulnérabilité de la petite pour l'amener en brousse, la déshabiller, l'immobiliser et lui imposer un rapport sexuel. Les pleurs et les cris de détresse de Priska n'avaient pas découragé Yaovi de poursuivre son projet. Une fois sa mission accomplie, et puisque la petite saignait beaucoup, Yaovi Kpakpa est allé chercher de l'eau pour laver Priska, couverte de sang. Il l'a transportée et déposée à la devanture de leur maison avant de prendre la fuite pour Lomé. Il sera arrêté le 18 novembre 2018 par la police. Transporté à l'hôpital, Priska a présenté un état de choc et des lésions anatomiques. Au terme de 2 mois d'hospitalisation, en passant par la réanimation, les médecins ont procédé à 3 opérations pour reconstituer les parties intimes de Priska. Selon le code pénal togolais, les actes commis par Kpakpa Yaovi sont punissables. Après délibération, Kpakpa Yaovi est déclaré coupable d'avoir imposé par fraude, menace,
contrainte et violence des relations sexuelles à une personne vulnérable. Kpakpa Yaovi est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. L'excision est un fléau dont on entend plus parler, mais qui existe toujours. Aujourd'hui, au moins 230 millions de filles et de femmes en vie ont subi des mutilations génitales dans 31 pays, dont 22 font partie des moins développés au monde, et 2 millions de cas supplémentaires pourraient se produire d'ici 2030. Dans la plupart des pays, la majorité des filles sont excisées avant leurs 5 ans. Près d'un quart des victimes actuelles ayant subi cette pratique sont d'ailleurs des jeunes adolescentes de moins de 15 ans. Cette pratique se déroule principalement en Afrique, où l'on estime le nombre d'excisions à 91,5 millions. En effet, dans la majeure partie des cas, l'acte est réalisé sans anesthésie avec des instruments non stérilisés. Pour celles qui survivent, les séquelles durent toute une vie. Infection, incontinence, complications à l'accouchement pouvant entraîner la mort de la mère et de l'enfant. L'UNICEF, pour sa part, apporte un appui au gouvernement lors de l'élaboration de projets de loi et planifie des mesures coordonnées pour que les communautés puissent se prononcer publiquement contre l'excision. Au Togo, la loi du 17 novembre 1998 interdit en effet toutes les formes de mutilation génitale féminine avec une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et une amende de 1 million de francs CFA. Aux abords de l'aéroport, des rafales de coups de feu. Les combats font rage à Goma, où les hommes du M23 sont entrés dimanche. Ici, des détenus fuient la prison centrale après que le bâtiment a été incendié. Le groupe M23 assure s'être emparé de la ville. Mais selon Kinshasa, certains quartiers restent contrôlés par les FARDC. Difficile de savoir quelles zones sont encore aux mains de l'armée congolaise. L'ONU juge la situation extrêmement inquiétante. Les civils subissent de plein fouet l'escalade des hostilités. Ce matin, des tirs d'artillerie lourde, ont été dirigés vers le centre-ville. Par exemple, plusieurs obus ont frappé la maternité de la Charité dans le centre de Goma, tuant et blessant des civils, dont des nouveau-nés et des femmes enceintes. Le gouvernement congolais dit actuellement travailler pour éviter un carnage. Kinshasa accuse le Rwanda de lui avoir déclaré la guerre en envoyant ce week-end de nouvelles troupes en RDC. Au poste frontière de Gisenyi, côté rwandais, de nombreux civils fuient les violences. Inquiète de cette escalade, à Bukavu, dans l'est de la RDC, des milliers de personnes se sont rassemblées lundi pour appeler à la paix. Malgré ces appels au cessez-le-feu et au retrait immédiat des troupes rwandaises sur les sols congolais, ces derniers ne font que progresser. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni dimanche soir sans parvenir à empêcher la poursuite de l'offensive. La journée aurait pu passer pour ordinaire à Kinshasa, mais ce lundi, la situation à Goma était dans tous les esprits. L'entrée du M23 dans la capitale du Nord Kivu indigne. Mais l'indignation se manifeste aussi contre ce qui est perçu comme de l'inaction de la part de la communauté internationale. Dimanche, le Conseil de sécurité de l'ONU a échoué à prendre des mesures concrètes. Nous ne pouvons plus faire confiance au Conseil de sécurité des Nations Unies depuis que ce conflit entre la RDC et le Rwanda, mieux dire, depuis que le Rwanda agresse la RDC, ça fait plus de 30 ans, le Conseil de sécurité ne s'est jamais objectivement prononcé dans ce sens en prenant des mesures qui s'imposent. La capitale congolaise est pourtant restée calme. Les appels à des manifestations n'ont pas mobilisé, mais les réseaux sociaux ont pu signaler quelques rassemblements spontanés. Comme ici, des militants qui manifestent leur colère devant le siège de l'UDPS, le parti au pouvoir. Du côté de l'opposition politique, on condamne également la passivité de la communauté internationale, mais aussi des manquements du gouvernement Tshisekedi. Le gouvernement de M. Tshisekedi n'a pas su prendre de bonnes décisions au bon moment. Il aurait fallu que nous mettions plus l'accent sur la réorganisation au niveau interne. Cela n'a pas été fait. Et nous demandons par la même occasion à la communauté internationale de s'impliquer parce qu'il y aura un jour où le Congo cherchera à se venger. Et je pense qu'on ne va pas nous rappeler le principe dicté au niveau international.
De leur côté, les ONG s'inquiètent des violences subies par les populations de l'Est du pays. Plusieurs organisations féminines se sont réunies à Kinshasa pour alerter sur la situation des femmes et des jeunes filles. Elles réclament un soutien urgent pour les déplacés. Il est important que toutes les parties prenantes puissent s'aider, que nous ayons ces couloirs humanitaires des peurs de connaître un génocide carrément des populations qui vivent déjà dans des camps de déplacés, qui maintenant vont être privées de toute assistance humanitaire. Nous ne pouvons plus, en tout cas dans cette région, permettre qu'il y ait encore les sangs qui coulent parce que tout simplement les politiques ne peuvent pas se mettre d'accord et mettre la dignité humaine avant tout. Alors que les organisations de la société civile envisagent une manifestation de masse pour jeudi, l'Union africaine veut tenir une réunion de crise dès ce mardi. Elle espère obtenir la présence des présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Le président kényan William Ruto a appelé lundi à la fin immédiate et inconditionnelle des hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo. Sa déclaration intervient alors que des rebelles du groupe M23 et des soldats rwandais ont pénétré dans la ville de Goma, dans l'est du pays dimanche soir. La situation en RDC est d'ores et déjà complexe. Donc, la présence de forces de sécurité, d'où qu'elles viennent, ne rajoute pas de complications. C'est déjà trop complexe. Cette situation se détériore depuis 30-40 ans. Face au risque d'un embrasement régional, le président Ruto a également annoncé la tenue d'un sommet extraordinaire de la communauté des États d'Afrique de l'Est qu'il préside actuellement. Les présidents congolais et rwandais ont confirmé leur présence à cette réunion, selon Ruto. De mon point de vue, nous ne percevons pas de solution militaire pour les problèmes dans l'est de la RDC. L'engagement, le dialogue et les concertations étaient, sont aujourd'hui, et j'en suis certain, seront demain la seule voie de sortie de la situation en RDC. Le mouvement M23 combat les forces armées congolaises depuis 3 ans. Environ 10 000 km² du territoire de la RDC sont aujourd'hui sous son contrôle. Alors qu'au Soudan, la violence fait rage au Darfour, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a dénoncé devant le Conseil de sécurité de l'ONU des crimes utilisés selon lui comme armes de guerre contre les civils. À l'heure où nous parlons, des crimes internationaux sont indubitablement commis au Darfour. Ces crimes sont utilisés quotidiennement comme armes de guerre contre des populations, alors que la loi est censée protéger de tels excès. Karim Khan a annoncé préparer des mandats d'arrêt pour des crimes présumés dans l'ouest du Darfour, où les populations civiles subissent meurtres, viols et pillages. Il a aussi évoqué le procès contre Ali Kouchaïb, accusé d'exaction entre 2003 et 2004, tout en réclamant l'exécution des mandats visant l'ex-président Omar al-Bashir. Mon bureau prend les mesures nécessaires pour présenter des demandes de mandat d'arrêt concernant des crimes que nous alléguons avoir été commis, notamment dans l'ouest du Darfour. La Sierra Leone, parlant au nom des États partis au statut de Rome, a dénoncé l'impunité persistante depuis 2003 et exhorte le Soudan à coopérer pleinement avec la CPI. Nous notons avec une profonde préoccupation l'impunité persistante pour les crimes remontant à 2003. La violence actuelle souligne l'urgence de rendre justice pour les crimes passés et présents. Nous appelons les autorités soudanaises à respecter leurs obligations en vertu de la résolution 1593 en coopérant pleinement avec la CPI, y compris en assurant la sécurité et la protection des victimes. En soulignant les crimes au Darfour, la CPI espère mettre un terme à l'impunité. Pas un bruit n'émane de la centaine de lycéens venus écouter le témoignage de Myriam.
À 83 ans, cette rescapée de la Shoah, née pendant la guerre dans un ghetto, raconte son enfance traumatique. Toute femme juive enceinte de plus de 6 mois était abattue avec son bébé. Ma mère était déjà enceinte de moi de plus de 6 mois. Alors elle se recouvrait de tout un tas de couches de vêtements pour cacher le ventre, et ils ne l'ont pas remarqué. Confiée à 2 ans par ses parents à une famille lituanienne, elle ne découvrira son identité juive qu'à la fin de la guerre, lorsque son père rescapé de Dachau viendra la récupérer. Sa mère et sa sœur sont quant à elles mortes gazées. Pour Myriam, raconter son histoire est un devoir. Il faut se souvenir et ne jamais oublier les 6 millions de juifs tués. J'essaie d'apprendre à ces enfants à être humains. Ces lycéens d'un township de Johannesburg étudient la Shoah à l'école, mais ce témoignage et les images du centre leur donnent une autre perspective. Pour moi, ça relève de l'absurde, parce que certaines de ces choses qui se sont produites, on ne penserait pas qu'elles puissent arriver où que ce soit. Entendre une rescapée nous dire que tout ce qu'on a vu aujourd'hui est vrai, c'est vraiment marquant. Je ne savais pas grand-chose de l'Holocauste et de ce qu'on nous a expliqué aujourd'hui. Maintenant, je comprends mieux ce qui s'est passé dans les ghettos et aussi comment les gens étaient traités dans les camps. Une façon de s'immerger dans l'histoire de l'Holocauste de façon plus concrète et aussi de mieux comprendre les ressorts de la discrimination. Venir ici leur permet aussi de pouvoir mieux comprendre ce que les membres plus âgés de leur famille ont vécu pendant la période de l'apartheid en Afrique du Sud, la ségrégation et le système de l'apartheid. Les élèves achèvent la visite avec le sentiment d'avoir entendu un témoignage rare et avec une bien meilleure compréhension de la Shoah. Les responsables américains de la santé publique ont été priés de cesser de travailler avec l'Organisation mondiale de la santé avec effet immédiat. Cette décision surprenante concerne principalement les centres américains de contrôle et de prévention des maladies. Dimanche soir, un responsable de ces centres a indiqué dans une note adressée à tous les membres du personnel de l'agence qui travaillent avec l'OMS de cesser leur collaboration immédiatement. Nous avons versé 500 millions de dollars à l'Organisation mondiale de la santé lorsque j'étais ici et j'y ai mis fin. La Chine compte 1,4 milliard d'habitants, nous en avons 350. Enfin, personne ne sait vraiment combien il y en a vu qu'il y a des entrées illégales. Mais disons que nous en avons 325. Ils avaient 1,4 milliard d'habitants, ils payaient 39 millions, nous payons 500 millions, ce qui m'a semblé un peu injuste. Les experts estiment que cet arrêt soudain risque de retarder les travaux d'enquête et de lutte contre les épidémies du virus de Marburg et de Mpox en Afrique. Health facilities, they are under total blockage.